Guyane. 12 blessés, dont 3 graves, dans l'accident d'un véhicule de gendarmerie. 3 militaires ont été gravement blessés dans l'accident d'un véhicule de gendarmerie mobile. Seul en cause, celui-ci a versé sur le bas-côté de la route. Un véhicule de la gendarmerie mobile s'est renversé jeudi à une cinquantaine de kilomètres au sud de Cayenne, en Guyane, faisant 12 blessés dont 3 en urgence absolue, a indiqué la préfecture dans un communiqué. Selon le décompte de la préfecture, 10 gendarmes, ainsi que 2 militaires du centre médical interarmé, CMIA, ont été blessés dans cet accident, qui s'est déroulé en début d'après-midi, sur la route en direction de Cayenne. 3 victimes sont en urgence absolue et 9 victimes en urgence relative, ajoute-t-elle. Mais aucun pronostic vital n'est engagé à ce stade. Le véhicule est seul en cause. Il s'agit d'une perte de contrôle, dont les raisons restent à expliquer, en sortie de virage. Le véhicule a effectué un tonneau, a précisé à l'afflux général Stéphane Brasse, commandant de la gendarmerie en Guyane. Discrimination à l'embauche dans les grandes entreprises. Que dit le rapport dévoilé par le gouvernement ? Le rapport avait été commandé par le gouvernement, avec pour objectif de vérifier si les grandes entreprises sont imperméables au risque de discrimination à l'embauche. Au total, 40 entreprises faisant partie du SBF 120, les 120 plus grandes entreprises de l'Hexagone, ont été scrutées dans leurs pratiques de recrutement, entre octobre 2018 et janvier 2019. Et les résultats de ce testing, le plus vaste jamais réalisé sur l'emploi en France, ont été dévoilés ce vendredi par les ministères du Travail et du Logement. Pour cette étude, que le gouvernement a temporisée avant même de la publier, 2 critères de discrimination ont été testés par les chercheurs de la Fédération TEPP, Théorie et évaluation des politiques publiques, du CNRS. La réputation du lieu de résidence, et l'effet de l'origine supposée française ou étrangère, pour des candidats de nationalité française. Les chercheurs ont mixé 4 méthodes de test. D'abord en envoyant des CV et lettres de motivation, à la fois en répondant à des offres d'emploi, et en faisant des candidatures spontanées. Mais aussi en demandant des informations sur des offres publiées, et des demandes d'informations sur la procédure de candidature. À chaque fois, une demande était envoyée par un ou une candidate avec une adresse lambda, et un nom à consonance française, comme Émilie Petit ou Julien Legrand, et une autre sous un nom à consonance maghrébine, comme Mohamed Chetou ou Jamila Banchardi, ou venant d'un quartier identifié comme difficile. Au total, 5.329 tests ont été menés auprès d'entreprises telles que AXA, Capgemini, Casino, Danone, Natixi, PLSA, Saint-Gobain, ou encore Vinci et Société Générale. En moyenne, chaque entreprise a en moyenne été testée 76 fois, certaines l'ayant été jusqu'à 232 fois, d'autres 32 fois. Des entreprises ciblées, et les conclusions sont claires. L'étude met en évidence une discrimination significative et robuste selon le critère de l'origine, à l'encontre des candidats français présumés d'origine maghrébine, indiquent les chercheurs dans le rapport. Nous trouvons également une discrimination plus faiblement significative selon les lieux de résidence. La plus forte discrimination se fait en effet sur le nom. En clair, les noms à consonance européenne ont 12,5% de chances de recevoir une réponse contre 9,27% pour ceux à consonance maghrébine. Dans le détail, 7 entreprises apparaissent comme particulièrement discriminantes. Nous parvenons à une conclusion de discrimination pour 4 entreprises, quel que soit l'indicateur de discrimination observé, indique ainsi le rapport. Ces entreprises sont Air France, Altran Technologies, Arkema, et Rexel. Dans le cas de Rexel, par exemple, 232 paires de demandes ont été adressées. Le candidat de référence a reçu 13 réponses non négatives. Le candidat français présumé maghrébin a reçu 4 réponses non négatives. 3 autres entreprises sont ciblées. Le groupe Accor-Hôtel apparaît discriminant pour les réponses à des offres, mais pas pour les demandes spontanées. Pour Soprasteria, nous obtenons un constat de discrimination uniquement lorsqu'on l'on raisonne sur la base de l'ensemble des réponses. Le groupe Renault apparaît significatif pour les tests calculés sur l'ensemble des envois, mais il ne l'est pas lorsque l'on observe uniquement les tests sur demande spontanée. À l'inverse, une entreprise pratique une discrimination à l'envers, qui avantage le candidat potentiellement discriminé. Il s'agit d'Air Liquide, qui a fait l'objet de 54 tests sous la forme de demande spontanée, et qui a donné une réponse non négative, dans 3 cas aux candidats présumés d'origine française, et dans 10 cas aux candidats présumés d'origine maghrébine. Appel à la prudence,
Le gouvernement a choisi de publier ce rapport, mais en l'assortissant d'appels à la prudence. À ce stade de l'étude, aucune conclusion ne peut être consolidée ni des enseignements par entreprise définitivement tirés, alerte une note en préambule, qui pointe notamment l'existence de biais. D'abord le fait que les demandes spontanées, envoi de candidature ou de demande d'information, directement au manager ont eu de faibles taux de réponse. Ce qui serait dû au fait que la plupart ont désormais recours à des bases centralisées par les directions RH, et à des solutions web, qui assistent les RH. Autre écueil, les postes testés ne sont pour certaines entreprises pas dans leur cœur de cible et sont souvent sous-traités. Cela a pu conduire à ce que les candidatures ne soient pas traitées par les services de recrutement, mais ont été ignorées par le manager ayant reçu un mail de candidature spontanée. Ce travail universitaire d'ampleur participe donc à mieux connaître les discriminations à l'embauche. Par transparence, il est mis en ligne tel que fourni par l'équipe de chercheurs, poursuit la note. Il ne constitue pas la position des autorités publiques ni une validation officielle de ces éléments d'analyse. La méthode scientifique retenue ne peut servir à caractériser des infractions pénales. Dès la publication de l'étude, ces entreprises épinglées se sont immédiatement dites indignées. Air France, par exemple, a contesté totalement la méthodologie et les conclusions du rapport, qui ne reflètent absolument pas la culture, les valeurs et les pratiques de l'entreprise, déplorant que l'étude repose notamment sur des candidatures spontanées, et évoquant des salariés choqués, et dans l'incompréhension totale, face à des conclusions qui ne reflètent absolument pas les pratiques de l'entreprise. Anne Hidalgo, ces 6 propositions pas vraiment nouvelles, dans son programme pour Paris 2020 planter 170,000 arbres, se baigner dans la Seine, piétonniser le centre de Paris, éradiquer les plastiques à usage unique d'ici 2024, cuisiner 100% bio dans les cantines. Outre ces propositions, très axées sur l'écologie, dévoilées jeudi 6 février lors d'une conférence de presse, le programme d'Anne Hidalgo pour les municipales de mars prochain ne comporte pas que des nouveautés. Dans son nouveau programme, l'édile de Paris annonce vouloir créer des navettes électriques pour les touristes, pour les seniors et les personnes à mobilité réduite. Très ma proposition qu'elle précise sur Twitter, les touristes pourront se déplacer grâce à de petites navettes électriques, bien plus adaptées à notre ville. Ces navettes électriques seront mises à disposition de nos aînés et des personnes à mobilité réduite. Or, en 2014, elle écrivait déjà « J'interdirai progressivement les bus de tourisme diesel, au même rythme que ceux de la RATP, et les remplacerai par des petites navettes électriques. » L'actuel maire de Paris souhaite atteindre 25% de logements sociaux d'ici 2025, répartis dans tout Paris pour les classes populaires et les classes moyennes. Un chiffre qui n'est autre que celui imposé par la loi SRU de 2013, qui oblige à atteindre ce taux de logement dans les zones tendues. Les objectifs de la maire sortante n'ont pas bougé par rapport à 2014, où elle disait « Je veux créer 10,000 logements dans Paris par an, atteindre 25% de logements sociaux en 2025 et 30% en 2030. » Un effort particulier sera réalisé sur les logements intermédiaires pour les classes moyennes et les jeunes actifs. 6 ans après la première promesse, la maire ne précise pas où elle en est de son objectif. L'héliport, réservoir de biodiversité. Aménager l'héliport. Anne Hidalgo propose de faire de l'héliport de Paris, situé dans le sud-ouest, aux portes de Paris, un réservoir de biodiversité. Mais telle était déjà son ambition en 2014. À 2 reprises dans son programme d'il y a 6 ans, elle l'évoquait. L'héliport sera reconverti en un grand parc culturel et sportif, dédié aussi aux loisirs, pouvait-on lire. Une promesse qu'elle assortissait de l'engagement suivant. Je poursuivrai la reconquête de la petite ceinture ferroviaire, et je transformerai l'héliport pour en faire des espaces de biodiversité. Périphérique. La socialiste propose de transformer le périphérique en boulevard avec une circulation apaisée. Dès 2024, une voie sera réservée au transport en commun, au covoiturage, aux véhicules propres, et transportant des personnes à mobilité réduite. Le sujet a déjà été abordé au Conseil de Paris, à la suite des préconisations de la mission d'information et d'évaluation, MILUNEM, sur l'avenir du périphérique, parmi lesquels figure la réduction de la vitesse à 50 km/h, et le fait de réserver une voie aux véhicules propres et au covoiturage. Les véhicules à essence bannis de la ville en 2030. Véhicules diesel et essence. Il s'agit d'une proposition essentielle du programme de la maire sortante, l'interdiction des véhicules diesel,
et des quarts de tourisme à Paris en 2024, et l'interdiction des véhicules essence en 2030. En octobre 2017, après avoir annoncé son intention de ne plus autoriser la circulation de voitures diesel en 2024, la ville de Paris indique qu'elle étendra cette interdiction aux voitures essence pour 2030. Référendum Airbnb. Enfin, l'équipe municipale, qui mène depuis longtemps le combat contre Airbnb, inscrit dans le programme d'Anne Hidalgo la tenue d'un référendum avant l'été, pour déterminer dans chaque arrondissement le nombre maximal de journées de location. Là encore, la maire traduit en promesse électorale ce qu'elle annonçait dès le mois de novembre 2019. À l'époque, le premier adjoint Emmanuel Grégoire avait précisé que la question serait posée dans chaque quartier, car évidemment la réalité n'est pas la même dans chaque quartier.